Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant l'endocardite. Donc un jeune homme de 29 ans vous y a adressé pour fièvre, frissons et altération de l'état général survenant dans les heures qui ont suivi une injection intraveineuse d'héroïne au cours d'une soirée entre amis. Dans les jours qui ont suivi, malgré une automédication par l'amoxicilline et paracétamol, il reste fatigué et a migré et transpiré la nuit. Il existe également une diarrhée que le patient rapportait à un sévrage en OPS, consommation habituelle de nucodéon, interrompue dans le début des symptômes. À l'examen ce jour, il existe des traces d'injection au niveau des deux bras, une candidose buccale, une fièvre à 40, la tension 10,6 avec une tachycardie ainsi que plusieurs foyers de crépitation. La recherche d'un souffle cardiaque est rendue difficile par la tachycardie et l'absence de coopération du patient, mais il semble exister un souffle protosystolique. La radiographie thoracique montre plusieurs foyers pulmonaires plutôt-périphériques et bilatéraux. La gazométrie artérielle, on a le pH 3,7, pression d'oxygène 63, pression de CO2 37 et le CO2 total 19. L'ionogramme, la natrémie 140, la calémie 4, le chlore 112, la créatinine 107 et la glycémie 5. Donc pour la première question, interprétez la gazométrie artérielle et quelles sont les causes possibles des anomalies de la gazométrie de ce patient. Donc la gazométrie, qu'est-ce qu'on a dans la gazométrie? On a le pH 3,7 et le pression de CO2 37. Et on a le pression d'oxygène 63. Pardon. Le pression de l'oxygène 63, c'est-à-dire il y a une hypoxie. Pour le pH 7,3 et le pression de CO2 37, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous aider par ce tableau. Donc, si on a toujours le pH inférieur à 7,37, et c'est le cas, on pense à l'acidose. Maintenant, est-ce qu'on a acidose respiratoire ou bien une acidose métabolique? On passe à la pression de CO2. S'il est supérieur à 45, c'est l'acidose respiratoire. S'il est inférieur à 45, et dans notre cas c'est 37, donc c'est l'acidose métabolique. Donc c'est clair, c'est l'acidose métabolique. Donc oui, c'est l'acidose métabolique avec un trou ionique plasmatique normal, parce que l'ionogramme est normal. Donc c'est pour ça qu'on dit le trou ionique est normal. Probablement secondaire chez ce patient à la diarrhée, c'est-à-dire le perte digestif du bicarbonate. Deuxième anomalie dans la gazométrie, c'est l'hypoxémie. Donc on a la pression de l'oxygène est 63. Donc la normale est supérieure à 92, la normale peut atteindre jusqu'à 99. Donc, c'est quoi la cause de cette hypoxémie? C'est probablement secondaire à une pneumopathie infectieuse parce qu'on a, on a des règles crépitantes et on a l'image radiologique de pneumopathie. Donc, la deuxième question, quel est le diagnostic le plus probable chez ce patient et argumenté? Donc, pour vous aider, bien sûr, n'oubliez pas que ce patient est toxicomane. Donc, et on a un souffle protosystolique avec fièvre chez un terrain de toxicomanie. Donc, souffle fébrile, ça veut dire, oui, endocardite. C'est l'endocardite. Et pourquoi tricuspidien? Parce que le sujet est toxicomanie. Donc, il y a cette notion de infection par intraveineuse. Donc, d'après quoi? D'après le terrain de toxicomanie IV, surtout IV. Et le souffle protosystolique associé à une fièvre.
et le foyer pulmonaire compatible avec des emboles septiques. Les emboles septiques sont des complications de l'endocardite. La troisième question, quelles autres pathologies infectieuses sont plus fréquemment observées chez les usages des drogues par voie intraveineuse? Donc, quelles sont les autres pathologies infectieuses? Autres que l'endocardite, bien sûr. Donc, oui, le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B, les maladies sexuellement transmissibles telles que syphilis, la tuberculose. Donc, c'est ça. Donc, le VIH, maladie sexuellement transmissible, notamment syphilis, la tuberculose, l'hépatite C, le candidose systémique et les infections cutanées dues à staphylococcus. Quatrième question. En voulant prélever le bilan que vous avez prescrit, l'infirmière des urgences s'est piqué la bulle du doigt. Donc, quelle est la conduite à tenir immédiate? Je dis bien la conduite à tenir immédiate. En attendant de contacter le médecin, c'est-à-dire la conduite avant de contacter le médecin. De AES. Donc, je vais vous aider par ce tableau. Pour la conduite à tenir, c'est en général se fait par 3 étapes. Donc, cette question est concernée beaucoup plus concernée la première étape. La première soin, c'est-à-dire les soins immédiats. Donc, il ne pas faire saigner, il faut nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée par l'eau et au savon, puis un rinçage, puis l'antiseptique. C'est ça la conduite, c'est le nettoyage. Donc, c'est la première étape ou bien la conduite à tenir immédiate avant de contacter le médecin sont les soins immédiats. Nettoyer de la plaie, nettoyage à l'eau courante ou au savon, rinçage et l'antiseptique. 5 minutes au moins par Daquin, Javel, du lait, bien sûr, l'alcool et ou bien la polyvidon iodé. La dernière question, décrivez les grands principes de la prise en charge des AES, sans détail. Donc, la conduite à tenir devant un AES, divisée en 3 étapes. La première étape, qu'on a déjà citée, c'est les soins immédiats. La deuxième étape, par le contact des médecins. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire dans cette étape? Il va faire 2 choses. Premièrement, évaluer le risque infectieux et la prévention. Et il va faire la prophylaxie. Donc, dans l'évaluation, on évalue selon 2 choses. On évalue le patient source. On va faire la charge virale de ce patient. S'il est connu comme hépatite, on va faire les anticorps de l'hépatite. Et aussi évaluer le risque d'exposition, c'est-à-dire la piqûre, elle est profonde ou non, elle est saignante ou non. Et aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un prophylaxie, soit un traitement post-exposition de VIH par les antirétroviraux qui est débuté dans les 4 premières heures, ou bien il va donner soit l'immunoglobuline, voire la vaccination de l'hépatite B, selon le taux de anticorps de l'hépatite B chez le patient source. Et quatrième étape, bien sûr, contacter le médecin de travail, d'une part pour déclarer l'accident de travail et deuxièmement pour rassurer un suivi clinique et serologique adapté de l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite B et le VIH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, évaluer le risque de la transmission de VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, qui comprend deux paliers. Premièrement, le risque que le patient source soit infecté. Et le deuxième palier, c'est le risque que l'accident d'exposition au sang permet la transmission d'un agent infectieux, comme profondeur de la plaie,
l'aiguille creuse la charge virale du VIH du patient source qu'il est connu séropositif. S'il est connu séropositif, bien sûr. Donc, après l'évaluation de risque, on propose une prophylaxie de VIH selon, bien sûr, l'estimation du risque de transmission. Aussi, demander chez le patient et l'inférieur exposé la sérologie de VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Informer et rassurer s'il y a lieu la personne exposée. Déclaration. La troisième étape, c'est la déclaration de l'accident du travail et organisation de suivi ultérieur des patients exposés. Donc, c'est ça les trois étapes de AOS. Les soins immédiats, le contact de médecin qui va faire l'évaluation de risque et va faire la prophylaxie. L'évaluation de risque de palais par évaluer le risque chez le patient source et aussi le risque de la piqûre. Et il va donner la prophylaxie. On a la prophylaxie de VIH et la prophylaxie de l'hépatite B. L'hépatite B, la prophylaxie, on donne les immunoglobulines ou bien la vaccination selon le temps des anticorps chez le patient source. Et dernièrement, le médecin de travail, on va contacter le médecin de travail pour deux buts. Déclaration de l'accident et le suivi clinique et sérologique. Donc c'est ça. Et merci.